Bonjour Gwendoline Delbos-Corfield, bienvenue dans ce podcast. Bonjour. Vous êtes membre du bureau du groupe Vert ALE, vous êtes impliqué depuis très longtemps dans la famille verte européenne, et j'insiste sur le mot verte européenne. Pourriez-vous nous partager votre rôle et votre combat au sein de cette famille? Oui, j'ai d'abord été dans la direction du Parti national à deux reprises et j'ai une implication longue avec les Verts français, mais je me suis retrouvée à un moment donné dans l'histoire, il y a eu une nécessité que je monte au niveau européen et que je rentre à la direction du Parti vert européen et c'est vrai que ça a rapidement fait sens en termes de qui je suis, de culture, de politique publique que j'ai envie de mener. C'est vrai que pour moi, c'est le bon échelon. Aujourd'hui, l'échelon européen. Et donc, j'avais été conseillère régionale, j'avais été conseillère municipale, mais très rapidement, il est devenu évident pour moi que, voilà, pour moi, aujourd'hui, c'était un mandat de députée européenne qui faisait sens. J'ai, durant toutes ces années, beaucoup travaillé avec nos différents partis dans les différents pays de l'Europe, ceux qui sont dans l'Union européenne, mais aussi ceux qui sont plus dans l'Union européenne, comme les Anglais ou ceux qui souhaiteraient y accéder. J'ai une grande amitié pour tous ces gens et pour ce qui est, voilà, pour nos différences de culture et ce qu'on s'apporte les uns les autres quand on travaille ensemble. Et voilà, je suis convaincue à la fois sur des questions de droits et de liberté comme sur des questions évidemment climatiques qu'on a un territoire qui fait sens au niveau européen où on peut agir. Et l'Europe a toujours été au cœur du projet écolo, du projet vert. Voilà, tous les partis européens sont europhiles parce qu'effectivement, d'abord, ça répond aux besoins qu'on a aujourd'hui sur les questions climatiques, sur les questions de protection de la diversité, des terres agricoles, etc. Mais c'est aussi parce que les Verts sont depuis toujours un parti pacifique, de coopération, qui vante l'amitié entre les peuples. Et du coup, le projet européen correspond bien à nos choix. Donc, je poursuis aujourd'hui ce travail que j'ai fait à la direction du Parti vert européen en étant dans le bureau du groupe. Donc, les 75 députés verts et régionalistes et pirates et quelques indépendants qui constituent ce quatrième groupe du Parlement européen, après les sociaux-démocrates, après les libéraux et après le plus gros groupe, les conservateurs, c'est nous. Et il y a un bureau de 11 personnes, deux coprésidents et les autres qui hebdomadairement avons des réunions et qui organisons l'agenda de ce groupe, les priorités, qui résolvons les problèmes s'il y en a, qui travaillons sur toutes les questions de ressources humaines aussi de nos salariés, etc. Et donc, je poursuis cette implication depuis déjà quelque temps dans le parti, maintenant au sein du groupe au Parlement. Vous êtes franco-britannique, vous l'avez évoqué. On imagine que le départ du Royaume-Uni a dû être un moment important pour vous, à la fois politiquement et émotionnellement. Oui, alors, ça a été un moment très important, mais vraiment, je ne le lirai pas tellement à mes origines. Je ne suis pas quelqu'un qui… mes origines ont une importance dans ce qu'elles me racontent de mes souvenirs et de mon histoire, mais ce n'est pas quelque chose qui structure mes choix politiques et ni mes choix émotionnels. Je pense que j'aurais été émue avec un autre pays, en fait, de la même manière. Ça a été un moment important parce que c'est assez terrible dans le symbole. C'est pas dans la vie quotidienne, on va trouver des solutions pour les droits des citoyens des deux côtés. On va faire en sorte, on va faire au mieux et on va faire en sorte. Et il y a beaucoup de gens partout qui sont prêts à protéger les citoyens britanniques qui sont restés dans l'Union européenne et les citoyens européens qui sont restés au Royaume-Uni. Mais en termes de symbole, ça reste une vraie catastrophe. Encore une fois, pas irrémédiable. Je pense qu'il y a vraiment une vraie possibilité que le Royaume-Uni revienne et dans pas si longtemps. Mais ça n'empêche que c'est la première fois qu'il y a un pays qui met en danger de manière aussi forte le projet européen et qui dit je ne veux plus faire partie de cette aventure commune. Et je pense que c'est plus simple et que c'est plus intéressant pour nous de fonctionner, de refonctionner en territoire national. Tout montre le contraire, hein, sur les sujets économiques comme sur tous les autres sujets, mais ça a quand même été un sentiment très très fort. Alors, ça a aussi déclenché de l'autre côté aussi une partie de la population. On est donc face à une population qui est aujourd'hui très partagée. C'est vrai qu'il y a la moitié du Royaume-Uni qui, au contraire, vit très douloureusement le fait d'avoir quitté l'Union européenne, mais l'autre moitié
qui s'est quand même bien convaincu que c'était la solution. Donc, ça a été un moment dur parce que ça a montré cet échec-là. D'autres échecs sont possibles. On a des problèmes aujourd'hui dans un certain nombre d'États qui se refusent à se reconnaître aussi dans ce projet. Souvent, c'est les gouvernements plus que les populations, mais n'empêche. Et puis, c'était très émouvant parce que en 8 mois, on crée des liens forts avec les collègues eurodéputés. Et surtout, ça a été très difficile pour eux. Et je pense que ça a été une émotion partagée par la plénière dans son entier, de voir tous ces députés britanniques, écossais, gallois qui étaient obligés de partir et qui en souffraient beaucoup. Vous êtes membre de la commission des affaires constitutionnelles qui porte le doux nom du romantisme européen AFCO. Pouvez-vous nous décrire votre activité au sein de la commission ? Oui, donc c'est une commission qui effectivement n'est pas forcément très sexy au premier abord, parce que c'est vraiment une commission qui travaille des procédures et des règles, à la fois nos procédures internes, donc ça j'en parlerai pas parce que c'est comment on fonctionne au niveau du Parlement européen, c'est un de mon travail parce que je suis membre du groupe de travail qui travaille sur nos procédures internes, qui a été utile notamment avec la pandémie parce que pendant plusieurs mois, il a fallu réinventer nos procédures et notamment permettre que nos votes soient légaux. C'est un truc tout bête, mais comme nous avons fait nos votes de manière numérique, par ordinateur, et que nous ne les avons plus fait en salle, il fallait que notre règlement intérieur du Parlement européen le permette. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà, sur un certain nombre de droits et de devoirs qui sont les nôtres en tant que parlementaires. Ce groupe de travail, il a été très utile pendant la pandémie, mais c'est aussi et surtout une commission où on réfléchit sur le futur législatif et institutionnel de l'Union européenne dans son ensemble et des droits du Parlement en tant qu'institution. Un des grands boulots que je fais et un des grands projets du Parlement européen que je porte avec des députés d'autres groupes, c'est l'espoir qu'un jour, le Parlement européen ait plus de droits législatifs et le droit à l'initiative législative notamment. C'est un Parlement élu de manière très démocratique, avec beaucoup de représentants de tous les pays. Nous représentons les citoyens. Nous avons des gros moyens pour travailler, mais nous sommes privés du droit législatif, du droit à l'initiative législative, ce qui est une anomalie en fait en termes parlementaires. Les lois, elles sont constituées, concoctées par la Commission et nous, après, on donne notre avis dessus en tant que parlementaire. Il y a quelques sujets où on a un droit de codécision, mais ils sont rares. Donc nous demandons que le Parlement ait un vrai droit législatif et que nous, en tant que parlementaires représentants des citoyens, nous puissions vraiment initier les lois qui se font au niveau de l'Union européenne. Un autre grand travail qui a été le mien et qui a été celui de cette commission pendant tous ces mois, ça a été évidemment le suivi du Brexit, justement. Le suivi du Brexit pour que tout se passe au mieux, le suivi du Brexit pour rappeler en tant que parlementaire et justement en tant que représentant des citoyens que nous devons aussi nous préoccuper des droits des citoyens, que ce n'est pas simplement une histoire de nouveau accord commercial entre le Royaume-Uni et le reste de l'Europe et de se mettre d'accord sur les taxes que les uns et les autres vont payer et comment ça va s'organiser en termes de transit financier et de transit de marchandises, qu'il y a une vraie question de droit. Il y a des gens qui ont été citoyens de cette Union européenne pendant des décennies, et qui aujourd'hui se retrouvent sans droit. C'est quand même assez incroyable. Donc, c'est notre rôle au Parlement aujourd'hui de les défendre, de défendre aussi la question extrêmement cruciale et très inquiétante, qui est celle de la paix en Irlande, qui est fragile, qui s'est constituée totalement sur l'Union européenne. Cette paix, elle date de l'Union européenne et elle est construite sur des règles faites par l'Union européenne et sur un suivi démocratique de l'Union européenne qui avait été décidé il y a très longtemps, le fameux Good Day Agreement. Et donc, aujourd'hui, tout cela est mis en danger. Donc, il y a un vrai risque de retour de tensions et de tensions jusqu'à des violences physiques en Irlande. Donc, ça, c'est aussi quelque chose dont le Parlement se préoccupe beaucoup. Voilà. Et puis, aussi, le Brexit, ça a été la première fois l'utilisation d'un article législatif, qui est l'article 50, qui disait qu'un État pouvait sortir de l'Union européenne s'il le voulait. Ça avait été écrit, mais pas vraiment très détaillé, parce qu'on n'était pas sûr qu'un jour ça serait utilisé. Ça a été utilisé. Donc, aujourd'hui, on a un rôle aussi d'analyse de est-ce que
cet article, bien sûr, il se justifie parce qu'on doit toujours pouvoir sortir de l'Union européenne, mais est-ce qu'il a été bien utilisé? Est-ce qu'il faudrait qu'on l'améliore, etc., pour que les choses se passent mieux la prochaine fois et pour que si un autre pays veut partir, on améliore encore le fonctionnement. Voilà. Et puis le troisième gros boulot de cette commission qui commence tout juste, c'est celui de la conférence sur le futur de l'Europe. Donc, suite aux dernières élections, suite au Brexit, suite au fait qu'il y a de plus en plus de critiques de l'Union européenne, c'est vrai qu'il y a eu un peu cette réflexion au plus haut niveau de se dire qu'il était temps, un peu à l'image de ce qu'on a fait en France avec la Convention climat, de réunir des parlementaires à côté de citoyens et à côté de représentants de syndicats ou d'organisations ou d'associations pour discuter de comment on pouvait encore améliorer cette Union européenne, faire un nouveau pas dans l'intégration européenne, parce qu'en réalité, c'est un espace démocratique qui est encore immature, l'Union européenne, et qu'on doit toujours encore améliorer. Donc, c'est cette conférence du futur de l'Europe qui aura lieu entre 1 ou 2 ans, avec des citoyens impliqués. Il y a, sur les 750 députés européens, il y en a 108 qui participeront à cette conférence sur le futur de l'Europe. Je fais partie de ces 108. Je fais partie des 11 membres verts de ces 108 députés qui participeront à la grande conférence où il y aura aussi des députés nationaux et puis, comme je le disais, des représentants d'associations de syndicats, des membres de gouvernement, etc., etc. Donc ça, c'est un des projets intéressants, mais où je suis quand même un peu sceptique, pour être honnête. Je ne suis pas la seule, pour que ça ne soit pas qu'un très, très grand exercice de communication qui, en réalité, n'amène pas les gens à réfléchir plus sur l'Europe et à s'impliquer plus, ce qui serait dans ces cas-là un grand échec. Donc, ça va être un peu aussi sur nos épaules à nous, parlementaires, de nous assurer que les citoyens sont réellement impliqués et que cette conférence du futur de l'Europe ne soit pas que du blabla, mais qu'à la fin, elle amène un certain nombre de changements utiles. Vous êtes aussi membre de la commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union, y compris, j'allais dire, et surtout la désinformation. Est-ce qu'il y a vraiment un phénomène d'ingérence étrangère et quels sont les risques de désinformation et comment on peut lutter contre cette désinformation? Alors oui, ça a été, c'était l'objet de cette commission spéciale qui a été créée, qui dure que 2 ans, qui n'est pas à l'image de toutes nos autres commissions, la commission Libé, la commission environnement, la commission AFCO dont on vient de parler, etc., qui durent tout le long du mandat et qui sont surtout présentes dans les autres mandats. Ça, c'est une commission très courte qui dure 2 ans. Elle a été créée pour vérifier, pour analyser, avoir des études, avoir des experts qui nous aident à être tout à fait certains qu'il y a eu de l'ingérence étrangère. On s'en est douté sur un certain nombre d'élections dernièrement, mais on en a de plus en plus la preuve qu'effectivement, il y a des tentatives de la Chine, de l'Inde. L'Inde, c'était plus précisément ciblé sur le Royaume-Uni. La Chine, c'est plus l'Allemagne et les pays de l'Est. La Russie, beaucoup les pays de l'Est, etc. Mais on a eu aussi en France, on le sait, des tentatives d'ingérence étrangère, là aussi venant de la Russie certainement. Alors, il y a la question ça peut être par des financements de partis politiques, ça peut être surtout par une grosse implication dans les réseaux sociaux et dans l'information qui circule sur Internet, que ces puissances étrangères financent parfois de manière secrète très forte. Alors moi, ce n'est pas ce sur quoi je travaille le plus dans cette commission, puisque ça va être surtout mes collègues qui sont en affaires internationales qui vont travailler sur cet aspect-là. Ça existe, ça nous importe et j'y suis attentive, mais c'est moins mon rôle. Il y a eu de l'interférence étrangère certainement dans le Brexit. On considère qu'il y a eu pas mal d'informations fausses qui ont circulé en Angleterre à l'époque, qui ont été financées par des puissances étrangères qui veulent que l'Union européenne n'existe plus. Mais c'est quand même un petit aspect du Brexit. Il y a un autre aspect qui m'intéresse dans l'interférence étrangère, c'est la question sur les droits des femmes. On sait que l'Arabie saoudite, mais aussi des grosses structures américaines extrêmement conservatrices, catholiques et pareil des structures de Russie mettent beaucoup d'argent pour empêcher un certain nombre pour critiquer un certain nombre de droits qui sont donnés aux femmes. Alors l'avortement en premier lieu, mais un certain nombre d'autres droits dans nos pays. Donc ça, c'est un sujet qui m'intéresse plus. Mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est la désinformation qui est faite en Europe par des Européens dans l'Union européenne. C'est aussi un des éléments de travail de cette commission. C'est là où c'est le
très intéressant. On a aujourd'hui des États qui sont eux-mêmes contributeurs de la désinformation. On a dans les pays de l'Est des gouvernements qui disent des choses fausses, qui ont pu le dire sur la pandémie, sur les vaccins, mais qui peuvent dire aussi sur ce qu'est l'Europe, qui racontent des choses qui se passent au Parlement qui n'ont pas réellement lieu. On l'a vu dans le Brexit, on a eu beaucoup de désinformation du gouvernement même britannique, qui a même menti sur comment quel argent était donné à l'Union européenne et comment cet argent, si le Royaume-Uni quittait l'Union européenne, comment ils utiliseraient cet argent. Donc, on a vraiment aujourd'hui une capacité, un désintérêt pour la vérité qui est assez étonnant. Il y a une capacité, même à des très hauts niveaux institutionnels, de dire des choses fausses et de les dire à très grosse ampleur. Donc, c'est là-dessus que nous, ça nous intéresse de travailler. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est évidemment l'implication des plateformes là-dedans. Aujourd'hui, sur une plateforme Internet, si vous dites quelque chose de complètement fou et de grave, vous avez 10 fois plus de chances d'attirer l'intérêt du lecteur, du spectateur, je sais pas comment, de l'internaute. Vous aurez beaucoup de clics et du coup, les plateformes sont entièrement construites en fait pour véhiculer les choses les plus fausses. Et donc, un discours complotiste, un discours de violence contre les femmes, un discours de haine contre la démocratie ou contre un journaliste ou contre quelqu'un d'origine étrangère est beaucoup plus intéressant pour la plateforme parce qu'il produira beaucoup de clics et du coup, il attirera les financeurs de publicité, la publicité, et donc il y aura de l'argent qui rentrera. Donc on a un gros travail aussi sur les plateformes parce qu'elles sont aujourd'hui les plus grands véhicules de désinformation et que c'est leur modèle économique qui veut ça, très clairement. Et que du coup, on a un vrai travail de législation européenne à faire là-dessus. Donc c'est surtout ces sujets-là qu'on travaille, les attaques et sur comment on peut aussi travailler l'éducation, la culture. Il y a une vraie volonté de déstabiliser nos modèles démocratiques, il y a une vraie volonté de déstabiliser l'Union européenne, encore une fois, soit par des forces étrangères, soit par simplement des grosses organisations, des grosses structures qui sont en désaccord avec les droits qu'on donne dans l'Union européenne aux femmes, qui sont en désaccord avec tout ce qu'on fait contre les discriminations, tout ce qu'on fait pour les communautés LGBTI+, et globalement contre les valeurs qui sont celles de l'Union européenne. Et donc, c'est aussi par l'éducation, par la culture, par la protection des journalistes, et par une réflexion sur comment on met en valeur l'information juste, l'information vérifiée, l'information fondée. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'attaquer à la désinformation. C'est certainement pas par la censure, parce que la censure provoque souvent l'inverse. Et donc, c'est ce travail d'équilibre qu'il va nous falloir trouver dans les années qui viennent pour qu'on ne censure pas ce qui passe sur Internet, on permette à tous d'y être. Et en même temps, on empêche cette désinformation de circuler aussi facilement et d'attirer autant le regard. C'est dans cet équilibre-là que l'Union européenne elle a quelque chose à faire et c'est un des aspects du travail de cette commission. Justement, sur ce travail, vous êtes aussi membre de la Commission des droits des femmes et de l'égalité des genres. Quels sont les grands sujets de combat pour les parlementaires aujourd'hui pour plus d'égalité et moins de discrimination en Europe ? Alors, il reste les sujets habituels, tristes, structurels, malheureusement, puisque dans des sociétés qui sont encore à domination patriarcale, la question de la violence est encore très présente, on le sait. Voilà, je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus nié et qui est extrêmement présent dans les médias, dans nos sociétés, très dénoncé. Et enfin, il y a un regard dessus, mais la question de la violence, qui en plus aujourd'hui trouve une prolongation avec la cyberviolence, la violence par Internet, les femmes et de manière générale, des gens qui ne se reconnaissent pas comme hétérosexuels masculins se retrouvent cibles de violences dans leur foyer familial, mais aussi sur Internet, voilà, prise à partie par des groupes de haine, etc., etc. Donc ça, c'est un travail qui est depuis le début un des gros
un gros travail du Parlement européen, qui a longtemps été que la question de la violence faite aux femmes et qui est donc maintenant plus la question de la violence basée sur le genre, plus globalement. Et donc, où on réaffirme à chaque fois, il y a une convention, qui est la fameuse Convention d'Istanbul, qui disait les droits et les devoirs des États et toutes les politiques qu'ils peuvent mettre en place pour empêcher ces violences d'avoir lieu, pour les sanctionner, pour éduquer, pour permettre aux femmes d'avoir les moyens d'affronter tout cela. Donc, c'est un long texte, un très beau texte qui demande ratification, c'est-à-dire signature des États membres, que certains États membres n'ont toujours pas signé et que d'autres sont même en train aujourd'hui de repartir en arrière en disant finalement on l'avait signé, on ne veut plus le signer. On a un recul un peu sur l'engagement des gouvernements. On n'a pas un recul dans les sociétés, bien au contraire, je pense que la question a avancé dans les sociétés. Un nombre d'États européens reculent, leur gouvernement recule parce qu'on est face à des gouvernements conservateurs, réactionnaires. Donc ça, c'est un gros travail, un gros chantier qui reste. Les violences faites aux femmes est basé sur le genre de manière générale, avec encore une fois aussi la question de la cyberviolence. Après, il y a toute la question évidemment des droits sexuels et reproductifs qui reste un grand sujet. On a durant cette année 2021 voté un très beau texte au Parlement européen qui réaffirme l'engagement du Parlement européen pour les droits sexuels et reproductifs, à la fois de ses habitants, de ses citoyens dans le Parlement européen, mais aussi dans ses politiques à l'étranger, où on a même réussi, parce qu'on a aujourd'hui au Parlement européen une majorité progressiste forte, plus forte qu'elle n'a jamais été, je pense. Et donc, on a réussi même dans ce texte à vraiment inclure des références très claires à l'avortement et au droit à l'avortement. C'est des textes qui ont une valeur symbolique très forte dans tous les États et puis prescriptive réellement sur certains sujets. L'avortement est une compétence nationale, donc là, l'Union européenne ne peut que dire, le Parlement ne peut que dire ce qu'il voudrait, mais en revanche, sur d'autres sujets, de droit à l'information, de droit à la contraception, etc. Là, il y a une capacité véritablement prescriptive et des directives européennes qui peuvent en découler, qui font qu'après, les États membres sont obligés de les appliquer. Et puis, un autre grand sujet de travail, c'est encore plus globalement ce qu'on appelle le gender mainstreaming en anglais, donc l'idée de genrer toutes nos politiques publiques, toutes nos institutions, toutes nos représentations, de genrer nos sociétés, de penser cela. C'est sur la question des budgets, comment aujourd'hui on pense des budgets qui ne sont pas faits que pour les hommes, comment on pense des politiques publiques qui ne sont pas faites que pour des hommes, au niveau européen comme au niveau local, mais c'est aussi dans la représentation, évidemment, comment aujourd'hui on a autant de femmes dans les parlements un peu partout, dans les collectivités, on a autant de femmes dans la société, le monde artistique, les conseils d'administration des grandes entreprises, etc., etc., etc. Donc ça, c'est un gros travail qu'on commence à mener de manière de plus en plus fortement au niveau de ce Parlement européen, au lieu de simplement penser les choses politique par politique. Il y a vraiment aujourd'hui une volonté de penser la globalité en la regardant avec ce regard sur le genre. Et donc ça, c'est un de nos gros chantiers aussi. Et justement, sur les inégalités de genre, on a vu que la pandémie et la crise économique qu'elle a générée ont plutôt plus affecté les femmes. Comment, dans le cadre du plan de reprise, les politiques publiques à un niveau européen peuvent-elles s'attaquer à ces inégalités ? Alors, il y aurait eu beaucoup à faire. Malheureusement, on n'a pas tout à fait gagné sur ce sujet-là. Oui, la pandémie, elle a vraiment, c'est très, très clair, toutes les études le mettent, elle a vraiment mis encore plus en difficulté toutes les populations vulnérables et les femmes, parce que, il y a des sujets qui ont été très connus, qui le fait du confinement et de ne plus aller au travail, de ne plus sortir, à amplifier les phénomènes de violence dans les foyers, mais il y a aussi évidemment que les femmes sont celles qui ont le plus d'emplois partiels, d'emplois précaires, et qu'elles ont été les premières touchées par la crise. Mais aussi que les femmes sont beaucoup dans les métiers du soin et dans des métiers auprès des personnes justement âgées, enfants, vulnérables, etc. Donc, elles ont aussi été plus atteintes par tous les aspects du Covid.
Donc, elles ont été plus attaquées. Et pourtant, aujourd'hui, les plans de relance qui se pensent au niveau de chaque État membre comme au niveau européen sont des plans de relance qui vont apporter beaucoup, beaucoup d'argent à des secteurs qui sont des secteurs où les salariés sont très, très clairement en grande majorité des hommes. Et du coup, là, on a un vrai problème. Les plans de relance ne prennent pas du tout en compte justement toute cette question du soin, le care, C-A-R-E, c'est le terme anglais qui est utilisé, cette économie du care. Ce n'est pas du tout ce que les plans de relance visent. Les plans de relance visent d'abord, malheureusement, en plus des choses qui l'automobile et l'aéronautique. Donc, bon, on peut se questionner d'un point de vue écologique, mais on peut aussi se questionner d'un point de vue féministe parce que du coup, aujourd'hui, les plans de relance vont inonder massivement des secteurs professionnels masculins. Et quand je dis masculin, c'est à 90%. Et donc, encore une fois, l'argent public issu d'impôts, et l'impôt déjà lui-même est injuste, mais en plus, voilà, l'argent public, ce que nos politiques publiques, elles créent, c'est encore une fois une aide qui va aller principalement à des hommes. Si on avait pu avoir dès le départ un regard genré sur cette question, on aurait certainement pu mettre des critères beaucoup plus forts de ce point de vue-là, soit en disant il faut aussi qu'il y ait d'autres secteurs qui soient pris en compte. La relance et le bien-être des populations viendra de là, aussi d'avoir aidé tout le monde, mais aussi évidemment en ayant en tête que peut-être l'argent pouvait s'assortir d'obligations du type employer plus de femmes, former plus de femmes. On sait qu'il y a un grand problème de formation des jeunes filles sur les nouvelles technologies et sur un certain nombre de sujets très techniques où il n'y a pas assez d'implication des États pour former ces femmes-là, etc. Mais du coup, on a un peu raté le coche. Pourtant, ça n'est pas faute d'avoir essayé de le dire. C'est ma collègue verte, une écologiste allemande qui s'appelle Alexandra Gies, qui a beaucoup, beaucoup alerté. Elle a commandité une étude, ça a été pris en compte par la Commission et puis on n'a pas réussi à aboutir. Aujourd'hui, la Cour des auditeurs européenne, qui est vraiment une structure très importante, l'équivalent de notre Cour des comptes française, elle analyse, elle a rendu une étude il n'y a pas longtemps, elle analyse les politiques publiques européennes et elle redit à quel point l'argent public européen et l'argent après dans chaque État, qui est utilisé par les États eux-mêmes en complément de l'argent européen, cet argent va massivement au bénéfice d'hommes et beaucoup, beaucoup moins au bénéfice de femmes. Donc la question de comment on va, dans les années qui viennent, penser le budget de manière féministe devient essentielle. Vous êtes très en pointe dans les combats pour les libertés civiles et l'état de droit. Pourriez-vous nous décrire la situation en Hongrie et en Pologne ? Alors, ce sont deux États qui ont mis un pied hors de la démocratie. Je ne le disais pas comme ça il y a encore un an et demi en arrière. Je le dis maintenant comme ça et c'est analysé comme ça par un certain nombre d'acteurs associatifs ou de grandes institutions internationales. Donc, ce sont des États qui, au sein même de l'Union européenne, n'ont plus toutes nos règles démocratiques. Les contre-pouvoirs n'existent quasiment plus. Donc, les médias ont été réduits au silence à une petite portion près. Globalement, financièrement, c'est-à-dire qu'il y a eu un rachat par des oligarques proches des gouvernements de tout ce qui existait en termes de médias, quel que soit le support, Internet, papier, radio, télé, qui du coup aujourd'hui ne disent que ce qui plaît au gouvernement. Et puis, il y a aussi eu beaucoup de petits décrets, de petites lois nationales, etc. Et surtout d'attaques personnelles envers des journalistes qui les ont aussi réduits au silence de cette manière-là. Donc, d'une manière générale, on n'a plus ni pluralisme des médias, ni un débat politique sain qui fait que des médias indépendants se sentent à l'aise pour parler. On a réduit beaucoup les pouvoirs des oppositions politiques. On a surtout, il y a eu une attaque très forte dans les deux États contre l'indépendance des juges. Il y a eu des juges mis à la retraite.
plutôt qu'il ne le fallait. Il y a eu des juges écartés de dossiers et puis surtout, il y a eu plein de juges placés par les gouvernements, que ce soit en Pologne et en Hongrie. On a une attaque systématique dans la presse gouvernementale, par le gouvernement lui-même et par les réseaux sociaux, etc., de plusieurs populations qui sont attaquées et discriminées parce que ça a permis de créer des ennemis de l'intérieur. Donc ça a été très longtemps les migrants, c'est en Pologne les femmes, un peu moins en Hongrie. Les femmes, il y a eu ce grand combat des femmes pour leur droit à l'avortement qui a vraiment été cassé par le gouvernement. C'est une attaque très, 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 très forte contre les populations LGBTI. C'est une attaque contre les Roms, c'est une attaque contre les militants activistes, c'est une attaque contre tous ceux qui ne pensent pas comme le gouvernement et il faut comprendre exactement ce qui se vit, parce que c'est parfois, tout ça, c'est des mots, parfois on ne réalise pas, mais ça passe par des grandes affiches avec des têtes de personnes à qui on a écrit traître à la nation. Ça passe par des appels clairs du gouvernement à attaquer quelqu'un et voilà. Donc des gouvernements qui sortent complètement de leur rôle de l'intérêt général et qui se mettent en chasse contre des personnes, voilà, activistes, communautés. C'est des attaques sournoises. La pandémie, à un moment donné, dans les deux pays, il y a eu une espèce de discours sur peut-être c'est les Roms qui avaient amené la pandémie, etc. Donc c'est ce niveau-là d'ambiance. En Hongrie, ça fait une décennie, ça fait 10 ans que ça se passe et qu'il y a des lois, des décrets, des règles qui le permettent. En Pologne, ça fait un peu plus moins longtemps, ça fait 5 ans, mais ça s'est accéléré. Dans les deux cas, on est allé très loin. Il y a en plus, à côté de ça, évidemment, parce que ça s'associe toujours, un très gros niveau de corruption et une captation en fait de l'argent, et notamment de l'argent européen. Ce sont deux États qui bénéficient de beaucoup d'argent européen, puisque ce sont deux États qui ont un PIB qui fait qu'ils sont bénéficiaires. Quand un pays comme la France ou l'Allemagne vont donner plus à l'Union européenne qu'ils ne reçoivent, ces pays-là en fait donnent beaucoup moins que ce qu'ils reçoivent. Ils reçoivent beaucoup d'argent. Et cet argent, malheureusement, il ne va pas à la population. Les marchés publics sont truqués. Souvent, il n'y en a pas. Quand il y en a, ils sont truqués, on le sait. Donc, ce sont des très, très proches du gouvernement. En Hongrie, le gendre de Viktor Orban, le Premier ministre, son gendre est connu pour avoir récupéré un nombre incroyable de marchés publics liés à l'argent européen. Et parfois, les constructions ne sont pas faites, sont inachevées. Donc, des choses qu'on a pu connaître dans les dictatures africaines, par exemple, on voit ça aujourd'hui en Hongrie et en Pologne, une captation du coût de l'argent européen qui permet évidemment après à ces gouvernements de rentrer dans tout ce système de captation du pouvoir, rachat des journaux, installation, probablement payer aussi des votes, etc., etc. Ça, c'est des choses qui sont moins faciles à prouver, mais on peut le penser. Et donc, aujourd'hui… Donc, paradoxalement, la destruction de l'état de droit est financée par le contribuable européen, si je tire un peu la ficelle. Paradoxalement, oui. C'est un des axes qui permet en fait une prise de conscience des États. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des États qui sont prêts à réagir. C'est un peu triste de le dire, mais quand c'était que de la discrimination et des attaques contre des juges et des journalistes, il y avait beaucoup d'États membres qui déploraient, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Comme je l'ai dit, l'Union européenne, c'est encore une démocratie immature. On n'a pas beaucoup de pouvoir envers un autre État membre. On est à égalité, Slovène, Français, Luxembourgeois, tout le monde est à égalité. On ne se juge pas normalement entre États membres. Il y a aussi des habitudes diplomatiques qui fait que tout ça, c'était difficile à prendre en compte. Mais aujourd'hui, il y a une capacité des États membres un peu plus forte à agir, une volonté un petit peu plus d'aller plus loin parce qu'effectivement, ils s'inquiètent du fait que l'argent du contribuable européen est utilisé d'une mauvaise manière et les plans de relance ont relancé ce débat parce qu'aujourd'hui, on est en train de demander notamment à des États un peu plus riches, les États nordiques ou les Pays-Bas, etc., qu'on appelle les États frugaux parce qu'ils ont tendance à dire je ne veux pas remettre de l'argent au budget européen, j'en ai déjà assez mis. On est en train de demander de leur remettre pour les pays de l'Est et les pays du Sud, qui sont ceux qui ont le plus souffert de la pandémie. Or, ils disent, oui, mais enfin, si c'est pour que ça soit mal utilisé, pourquoi on remettrait de l'argent? On veut de la transparence sur comment l'argent est utilisé, etc. Donc, on espère que ça va être
une des choses qui fait qu'on aura enfin une action qui viendra des États membres, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'une action des États membres. Le Parlement a dénoncé, fait des rapports. La Commission lance un certain nombre de ce qu'on appelle des procédures d'infraction, donc tape sur les doigts de ces États en disant là, vous n'êtes pas dans nos valeurs, dans nos règles. Mais aujourd'hui, on aurait besoin véritablement d'un texte symbolique du Conseil. Donc ça, c'est les États membres qui disent à ces deux États: vous êtes sortis des clous, vous ne faites plus ce qu'il faut, qui disent au gouvernement, nous n'acceptons pas, qui pourrait aller jusqu'à une sanction. Les sanctions, c'est le retrait du droit de vote, mais c'est aussi des sanctions financières. C'est quelque chose qu'on est en train de pousser. Le fait que peut-être ils recevraient moins d'argent, ou que l'argent serait directement pris en charge par l'Union européenne totalement, et que ce serait la Commission européenne qui donnerait directement l'argent aux bénéficiaires sans passer par les États, comme c'est normalement la règle, parce que normalement, on respecte la souveraineté nationale. Mais aujourd'hui, on considère que dans ces deux États-là, peut-être qu'il ne faut plus respecter cette souveraineté parce que l'argent est détourné. Et peut-on considérer que les problèmes n'existent qu'en Pologne et qu'en Hongrie, ou est-ce qu'on peut considérer qu'en termes de droits et de liberté, on a des reculs qui sont plus importants et que là-dessus, l'Union européenne a un rôle central à jouer parce que la liberté est un peu son choc historique et son ADN? Oui, on a des problèmes dans tous les États membres. C'est toujours très, très important de faire la distinction. Ce qui se passe en Hongrie et en Pologne est un démantèlement global, volontaire et organisé pour aller vers un État autocratique. C'est quelque chose qui est à part, et d'ailleurs, ils sont dans un statut très particulier. On a lancé contre ces deux États ce qu'on appelle la procédure de l'article 7. C'est une procédure très particulière législative de l'Union européenne, et ce n'est pas par hasard parce que c'est quelque chose qui est très spécifique. On a un certain nombre d'autres États en Europe qui, depuis qu'ils sont rentrés dans l'Union européenne à l'Est, les États qu'entourent, la Pologne et la Hongrie notamment, les États de Balkans, etc., qui n'étaient pas encore au point sur des questions de corruption, sur des questions de droits démocratiques, sur des questions d'indépendance de la justice. Donc, on a encore du travail à faire là-bas et on les regarde un petit peu attentivement. Donc là, on a des choses qui sont parfois un peu similaires à ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, mais à une autre échelle. Mais ça n'empêche qu'il faut être vigilant. Mais de manière globale, dans l'Union européenne, on a... je trouve que c'est toujours, à l'échelle historique, c'est toujours difficile de juger si on est sur des reculs ou pas, mais en tous les cas, on a des problèmes dans un certain nombre d'États membres, accélérés par la pandémie. Nos populations se sont aussi auto-résignées, et ça se discute si ça a toujours été pour le mieux, à voir leur liberté réduire, mais au moment du début de la crise, on a assisté dans toute l'Union européenne à deux choses. La première chose, c'est la fermeture immédiate des frontières, alors que parfois la pandémie ne circulait pas du tout aux frontières. Ça aurait été parfois plus intelligent, parfois dans un même pays, de faire une frontière dans un pays, parce que c'était dans deux territoires différents de ce pays que les situations étaient très contrastées. Il y avait pas forcément, la frontière n'était pas forcément un véhicule de la maladie. Pourtant, ça a été le premier réflexe de tous les États. Or, c'est notre premier droit dans cette Union européenne en tant que citoyen, c'est notre liberté de se déplacer dans l'Union européenne. Et puis, on a vu effectivement partout mis des états d'urgence très rapidement, parfois sans droit parlementaire, par des gouvernements qui englobaient dans leurs états d'urgence beaucoup de choses. Donc, on est vigilant sur tout ça. On a aussi un vrai problème aujourd'hui de surveillance des populations par Internet, par nos données. La protection des données est quelque chose qui est encore très fragile. Surveillance par Internet, par les grosses boîtes, mais aussi par les États. Ça, c'est beaucoup d'États qui sont concernés. Et là encore, la pandémie va encore accélérer ça, puisque des choses comme le pass sanitaire peuvent amener les États à encore plus nous surveiller. Et c'est là-dessus qu'on a toujours, nous les écologistes, une position qui est difficile, un équilibre difficile à trouver entre préserver les libertés, les droits et les libertés, et puis en même temps permettre des politiques publiques de santé efficaces et qui protègent tout le monde. Et ça, c'est toujours une ligne un peu difficile, parce que c'est vrai qu'un des premiers réflexes des États, c'est finalement de mettre tout le monde sous surveillance massive, d'empêcher un certain nombre de libertés, d'arrêter avec en plus en général des injustices. C'est-à-dire qu'on sait que les plus puissants échappent souvent à ces restrictions. Et donc ça, c'est un réflexe, parce que c'est plus facile pour un État, évidemment, d'avoir une population surveillée pour mettre en place des politiques publiques. Donc nous, c'est tout notre combat qui est un petit peu fragile. Voilà. De manière générale,
les horribles attentats terroristes qu'il y a eu quelques années, aujourd'hui la crise sanitaire, la question des migrants et le fait qu'il y avait cette inquiétude sur plein de migrants qui arrivaient, ont beaucoup fait que depuis une décennie, dans beaucoup de nos États, on voit une restriction des libertés s'exercer et on voit de plus en plus, la France est un bon exemple, de possibilités pour la police et pour la justice de très rapidement empêcher certains droits des citoyens qui ne devraient pas exister dans l'Union européenne. Donc, il n'y a pas que la Hongrie et la Pologne où il y a une vigilance à avoir, mais évidemment, c'est dans une toute autre relativité. Il faut absolument pas mettre sur le même plan les deux sujets, mais un peu partout, l'Union européenne doit continuer à défendre les droits et les libertés des citoyens. Ça reste un sujet essentiel de cette Union européenne qui s'est longtemps intéressée qu'aux questions monétaires et économiques. Et c'est fort heureusement qu'aujourd'hui, la question des droits et des libertés est devenue au premier plan pour les parlementaires ici au Parlement, mais pour la Commission pareil. Et c'est aussi un sujet de plus en plus présent dans les débats du Conseil, donc entre États membres, où ils s'interrogent sur comment mieux protéger les droits et les libertés des citoyens. C'est très, très bien, parce qu'encore une fois, pendant très longtemps, on n'a parlé que de déficit structurel et de règles budgétaires, de sobriété budgétaire. Donc, de ce point de vue-là, il y a une prise de conscience qui est intéressante. Justement, on sent qu'on est à un point de bascule avec une accélération technologique, avec des intelligences artificielles de bas niveau qui arrivent à maturité. On voit que c'est des opportunités numériques, mais que c'est aussi des risques systémiques qui peuvent arriver, parce qu'aujourd'hui, la technologie devient extrêmement puissante. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme grande régulation pour protéger l'avenir et protéger nos libertés ? Alors, c'est vraiment un des grands sujets de l'Union européenne de ce mandat de 2021-2022 et les années qui viennent, avec beaucoup de grands paquets législatifs qui arrivent pour réguler le numérique, ce qui serait une première en réalité. Alors, l'Union européenne était déjà pionnière puisqu'elle avait déjà créé ce fameux système de protection des données quand aucun autre État du monde ne l'avait fait. Donc, l'Union européenne est déjà un territoire où la protection des données est la mieux protégée du monde. Et je me permets de vous interrompre, mais on a beaucoup dit que l'initiative portée par les Verts européens de RGPD était quelque chose de nuisible aux technologies. Mais on voit que quelques années après, l'État de Californie, qui est probablement l'État le plus technologique au monde, qui abrite la Silicon Valley, a adopté des règles et a suivi les propositions de l'Europe avec l'équivalent d'une RGPD locale. Complètement. Mais de manière générale, ce que l'Union européenne fait sur la question numérique est copié aujourd'hui et pris comme référence par les grandes organisations internationales de droits et de liberté, par les grandes assos, etc., mais aussi copié par des États. Effectivement, il y a la Californie. Et par ailleurs, sur la question de ces nuisibles au commerce, et voilà, moi, quand je travaille avec le bureau, l'Union européenne des consommateurs, par exemple, ou un certain nombre d'autres, ils me disent que les entreprises ne sont jamais capables de prouver ça. C'est une espèce de rumeur urbaine, mais aujourd'hui, il n'y a aucune preuve que la question de la protection des données empêche le commerce de bien se faire dans l'Union européenne. Il n'y a aucune statistique donnée qui donne ça. On leur demande d'ailleurs de le fournir aux grandes entreprises et elles ne le font pas. Ce qui est vrai aussi, c'est que par contre, ça ne fonctionne pas très bien. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que ce n'est pas nuisible, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde a tendance à cliquer le tout accepter plutôt que de protéger ses données parce qu'on ne comprend pas très bien comment ça marche. Donc, il y a un suivi de ce travail-là qui est à faire de notre part. Et notamment, dans les grandes législations qu'on est en train de penser, il y a toute la question de comment ça se fait qu'aujourd'hui, une plateforme peut avoir accès à tout à votre propos, c'est-à-dire qui vous êtes, quel est votre entourage, où vous habitez, ce que vous avez fait tel jour, ce que vous avez consommé, mais aussi quels sont vos rêves, puisque c'est aussi ce que vous avez été regarder sur Internet, les films que vous avez regardés, les lectures que vous avez pu avoir, vos intérêts, vos désirs. Voilà. Il y a George Orwell avait prévu quelque chose qui est en train d'avoir lieu. En fait, les grandes plateformes ont une capacité à savoir tout de nous. Et donc, la grande bataille des mois qui viennent et des années qui viennent, c'est d'aller encore plus loin
pour empêcher ces grandes plateformes d'utiliser des données précises à notre égard et d'être beaucoup plus dans un travail de données anonymes, de données non agrégées, donc ils n'ont pas la capacité d'agréger tout ça, là où on habite, avec qui on est, quel est le nom de notre père et ce qu'on a été acheté la veille, pour en faire une espèce de profil. C'est ça le grand boulot des mois qui viennent et des années qui viennent. Et ça va amener des grandes législations européennes qui sont très, très importantes. Il y a aussi toute la question de la discrimination. Aujourd'hui, Internet est un lieu difficile pour les femmes, un lieu difficile pour les gens qui ne sont pas de couleur blanche, voilà, pour toute personne qui ne se reconnaît pas dans le stéréotype de l'homme masculin, en fait, de l'homme blanc en fait, de 40 ans. Pourquoi ? Parce que les algorithmes qui définissent tout sur Internet, qui vous amène vers telle chose, qui vous fait choisir ça, qui vous donne telle réponse, tout est produit par ces algorithmes, et ces algorithmes sont pensés par des hommes blancs parce que ce sont eux aujourd'hui qui sont aux manettes de tout ça, parce qu'on n'a pas assez de formation, comme je le disais tout à l'heure, de femmes, parce que ça a été aussi un monde très sexiste pendant très longtemps, le monde des nouvelles technologies. Il y a un gros travail qui est fait là-dessus, mais il y a encore des entreprises qui n'ont pas forcément cette culture-là, etc. Et donc aujourd'hui, on est face à un outil qui n'est pas du tout neutre. On a une espèce de naïveté à se dire que quand on va sur Internet, tout est possible. Ça n'est pas vrai. Tout est construit derrière d'une manière qui fait que beaucoup de choses qui ne sont pas pensées par des hommes blancs ne vont pas exister ou ne vont pas être le premier lien, première manière d'accéder aux choses, etc. Donc, il y a aussi un gros travail à faire sur les algorithmes où on n'a aucune transparence parce qu'en général, les grosses plateformes et les grosses boîtes ne sont absolument pas transparentes sur comment elles vous amènent à tel choix, comment elles vous amènent à tel produit, comment elles vous amènent à telle information. On a besoin de transparence et on a besoin d'éviter tous ces biais discriminatoire, voilà. Et puis il y a aussi toute la question évidemment de la haine en ligne. Internet est un espace où aujourd'hui les gens se comportent d'une manière absolument effroyable. Si vous êtes femme, si vous êtes noire, si vous êtes lesbienne, vous allez recevoir des attaques qui sont de l'ordre continuel et qui sont parfois, souvent associées d'insultes extrêmement graves, voire de menaces violentes extrêmement graves, ce qui fait aussi que beaucoup de femmes se retirent d'Internet. Beaucoup de gens qui sont discriminés se retirent d'Internet. Donc, en plus, on est dans un cercle vicieux. Et là, il y a un gros travail aussi à faire contre toutes ces discriminations qui passent par des règles. On en revient à ce que je disais au tout début. Aujourd'hui, ce qui produit le plus d'intérêt, donc le plus d'argent, parce que ça attire la publicité sur Internet, c'est le pire. Si vous insultez une femme et que vous la menacez de viol, vous avez pas mal de chances d'être beaucoup recliqué, de voir votre post circuler, etc., etc. Donc, il faut empêcher ça. Le premier, là encore, la première impulsion des États, ça va être la censure, avant tout et tout de suite. Et du coup, parfois, par des algorithmes, donc pas des êtres humains, donc pas des personnes qui savent de quoi elles parlent. Enfin, c'est des machines, et ces machines, elles ne vont pas distinguer entre une menace de viol et quelque chose qui était une poésie qui dénonçait peut-être justement le viol, donc deux choses qui étaient très, très différentes dans leur contenu. Et donc, ça va amener à de la censure, ça va réduire cet espace-là. Et par contre, on n'oblige absolument pas les plateformes qui ont des moyens phénoménaux pourtant financiers de mettre plus d'humains, parce qu'en fait, ce qu'il faudrait réellement, c'est une vraie vigilance humaine, un vrai travail d'éducation, un vrai travail sur les algorithmes, etc. Et on est en train un peu de prendre la voie facile qui est celle de la censure a priori, qui va au contraire probablement, encore une fois, attaquer les plus vulnérables. C'est en fait ceux qu'on est censé protéger qui vont se retrouver, encore une fois, empêchés de parler et mis de côté. Donc, on a un énorme champ de travail pour les décennies qui viennent. On est au tout début de ça. Encore une fois, l'Europe est pionnière, l'Union européenne est pionnière, et elle est regardée effectivement par les États-Unis notamment. Et on est en train de mettre les premières pierres de tout ça. Et ça va prendre du temps, mais on espère qu'on va pouvoir faire des choses intéressantes pour que sur Internet, les opportunités économiques, mais aussi les opportunités de savoir, de culture, de dialogue entre les gens soient des vraies opportunités et ne soient pas des menaces. Et là-dessus, quelle est la maturité du Parlement sur les questions technologiques? Parce que la particularité des écologistes, c'est qu'ils ont été un peu les premiers à penser
la technologie comme une sorte d'objet politique. Et pour citer de mémoire Husserl, je crois que c'est lui qui disait que les modèles mathématiques ne sont que les vêtements des idées. Donc derrière tout modèle, il y a une idéologie, il y a quelque chose. Et on a l'impression qu'il y a souvent une sorte de, je le dis un peu brutalement, mais de naïveté technologique ou d'incompétence technologique de la part des grands élus conservateurs ou libéraux qui pensent qu'il y a une sorte de pensée magique et que la technologie crée du bonheur par essence. Et est-ce qu'il commence à y avoir une prise de conscience précisément de ce fait majeur qui est que vraiment un modèle mathématique n'est pas politiquement neutre? Il y a une vraie prise de conscience, mais par trop peu de gens. Oui, il y a cet attrait phénoménal pour la technologie. Par ailleurs, le changement climatique amène ça aussi parce que il y a un peu cette idée que les nouvelles technologies vont nous aider à nous sauver. Ça serait quand même plus facile que d'être sobre, donc et d'utiliser moins d'énergie, de consommer moins, etc. Donc il y a du côté des conservateurs, mais des libéraux aussi, une course en avant. Au contraire, vers les nouvelles technologies, en se disant que quand l'intelligence artificielle gérera tout, tout ira mieux, parce qu'elle saura bien gérer l'énergie. Et créer des nouvelles opportunités, etc. Et voilà, donc il y a beaucoup cet attrait-là. Mais il y a un petit groupe de députés qui dépasse les frontières partisanes. Il y en a même un ou deux chez les conservateurs. C'est sûr que c'est le groupe où c'est le plus rare. Bon, je ne parle pas de l'extrême droite, ils ne sont pas du tout dans ces débats-là, ils ne s'y intéressent pas. Mais chez les libéraux, les socialistes et chez nous, les Verts, on est un petit groupe. Le problème, c'est qu'on est très peu, très sollicités, que c'est très technique, que voilà, moi je me suis retrouvée dedans par hasard, je n'y connaissais rien, ça ne m'intéressait pas particulièrement, je ne suis pas une utilisatrice des réseaux sociaux, je ne suis pas une utilisatrice des nouvelles technologies, sauf qu'à un moment donné, c'est aussi un lieu où on manque de femmes, donc on m'a un petit peu sollicité pour que j'aille travailler sur ces questions et on se retrouve effectivement quelques parlementaires ici à maîtriser beaucoup ces questions-là, à savoir répondre au lobby. Il y a une énorme pression des lobbies, ici aujourd'hui évidemment. Et puis, il y a encore plus que la naïveté de l'attrait technologique, il y a, ça rejoint quelque chose que vous disiez sur la naïveté aussi de la neutralité, il y a cette incapacité à se dire que les mêmes lois qu'on a mis en place dans notre vie de tous les jours quotidienne, elles doivent avoir lieu aussi sur Internet. C'est un champ sans loi. Ce serait comme une immense autoroute sans code de la route. Et ça paraît normal. Le premier réflexe de l'utilisateur, du parlementaire, mais aussi du salarié qui y travaille, c'est que ça lui paraît normal. Et quand on vient dire qu'on va mettre des règles là-dedans, la première approche, ça a quand même peut-être choqué. Aujourd'hui, on est allé tellement loin que je crois qu'il y a quand même une idée qu'il faut des régulations, mais c'est une grande naïveté de croire qu'on n'a pas besoin de régulation et de politique publique, parce que ce qui n'est pas possible dans le monde réel ne peut pas l'être dans le monde virtuel. C'est aussi simple que ça. Donc, ce qui ne se dit pas dans le monde réel ne peut pas se dire là, ce qui n'est pas légal dans le monde réel ne peut pas être légal dans le monde virtuel, etc. etc. Ça, c'est voilà. Et c'est l'exemple que je prends souvent, c'est qu'on n'accepterait pas dans le monde réel d'avoir quelqu'un qui vient sonner à votre porte à peu près toutes les 3-4 minutes pour vous vendre un nouveau produit. On a éduqué nos populations et on a mis en place des règles qui font que le démarchage à ce point-là, c'est pas possible, etc., etc., etc. Et puis voilà. Et en plus, on acceptera encore moins que cette personne qui vient toquer à votre porte pour vous vendre un produit, elle sache tout sur vous, qu'elle ait eu avant accès à votre livret de famille, à vos catalogues personnels, à vos bouquins, à comment est votre maison, etc., etc. Donc, ce qu'on n'accepte absolument pas dans le monde réel, on l'accepte dans le monde virtuel. C'est pour moi c'est ça la grande naïveté, c'est ça le plus grand truc. Il y a l'attrait de la technologie, mais il y a aussi ce truc de cette idée que c'est pas un monde qu'il faudrait réguler. Or, c'est quelque chose qu'il faut réguler. Ça prend de plus en plus de place. Ça impacte notre jeunesse qui est extrêmement utilisatrice de tout ça. Donc, je crois que c'est en train de se faire l'idée qu'il faut réguler, mais maintenant comprendre les mécanismes qu'il y a en dessous, ces histoires d'algorithmes, etc. Ça, c'est encore une autre étape où on est trop peu nombreux à s'y intéresser. Ce qui se dit ici, c'est qu'il y a eu une génération qui s'y est beaucoup intéressée il y a quelques années. Chez les Verts aussi, il y avait une commissaire conservatrice luxembourgeoise, Viviane Reding, pourtant elle était de droite, qui était très intéressée à ces questions-là. Il y avait beaucoup de gens un peu partout, que ces gens sont partis et qu'on manque d'une nouvelle génération, et on sent bien qu'on est un petit peu cette nouvelle génération en train de se former à quelques-uns là, encore une fois.
c'est dans plusieurs parties où on se retrouve à être toujours les mêmes sur ces dossiers-là, qui sont de plus en plus nombreux en plus et qui nous prennent de plus en plus de temps, et à être ceux qui essayons de défricher ce que devraient être les grandes règles, avec vraiment ce questionnement toujours de l'équilibre entre la liberté, le refus de la censure, et en même temps avoir des règles très, très claires et très fermes. C'est qu'en fait, le monde virtuel n'est pas si virtuel que ça pour de vrai. Il impacte complètement notre réel. Et justement, sur ces technologies qui prennent de l'espace, on voit qu'on a aujourd'hui, dans les 15 dernières années, on a eu une sorte de biométrie de masse qui s'est installée, c'est-à-dire qu'on a nos empreintes biométriques qui sont présentes dans nos passeports, les États les possèdent, on peut même les utiliser, enfin des compagnies privées les utilisent quand vous utilisez votre téléphone Huawei ou quand vous avez un iPhone en utilisant votre pouce, quelque part, c'est votre empreinte qui est embarquée quelque part dans le cloud sans que vous le sachiez. Donc, on voit qu'on a on a tous muté, ou transféré nos informations biométriques quelque part dans le cyberespace. On voit qu'aujourd'hui, on a des outils de surveillance de masse avec des progrès sur la reconnaissance faciale assez fulgurant. Dans les 5-10 dernières années, on arrive à repérer des choses. On voit qu'on a des outils chez Microsoft qui, en particulier, savent lire la pupille de vos yeux et détecter vos émotions. Donc, on voit que tout ça est en train de se mettre en place, technologiquement parlant. Où est-ce qu'on en est dans la surveillance biométrique de masse en Europe, plus spécifiquement? On sait qu'en Chine, on va extrêmement loin. Et en Europe, est-on protégé? Alors, on n'est pas très protégé et surtout, on ne sait pas bien répondre à cette question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a aussi un manque de savoir et de transparence. On ne sait pas exactement ce que tous les États utilisent. Il y en a qui ne l'utilisent pas du tout. Il y a des États comme la France qui l'utilisent. On ne sait pas à quel point. On ne sait pas ce qui est dans les mains des privés. On ne sait pas, parfois, il y a qu'est-ce qui est, par exemple, quand vous rentrez dans un grand centre commercial, est-ce qu'il est surveillé ou pas surveillé? À quel point on est sur de la technologie de pointe qui va vraiment avoir cet aspect de reconnaissance faciale ou c'est juste de la surveillance par caméra. Tout ça, aujourd'hui, c'est un champ où on manque d'informations et on manque d'une visibilité là-dessus. Par ailleurs, c'est un très, très, très bon exemple des biais algorithmiques. Donc, ces technologies de vidéosurveillance, elles ont été utilisées aux États-Unis par la police, notamment pour arrêter des suspects. Les études, elles sont manifestes. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces États sont en train d'arrêter ça parce qu'ils n'arrivent jamais à attraper le bon coupable. Alors, parce que, par exemple, il a fallu donner à ces machines plein de visages pour qu'elles puissent apprendre à faire le travail. Et les visages qui ont été donnés à ces machines, c'est des visages d'hommes blancs. Donc, un homme noir ressemble à un autre homme noir. Vous mettez 100 hommes noirs face à ces machines, pour eux, c'est la même personne. Un visage de femme est très difficile à détecter pour ces machines. Et alors, un visage de femme noire, et la machine ne comprend pas ce que c'est. Elle n'a pas dans ses archives. Elle a des milliers d'exemples de visages d'hommes blancs qu'elle peut bien distinguer les uns des autres. Et plus on va vers des personnes discriminées, donc la femme noire notamment, et bien celle-là, elle a tellement peu d'exemples que pour elle, tous les visages de femmes noires sont les mêmes, mais en fait, même tous les visages de femmes noires ressemblent à des visages d'hommes noirs ou à des visages d'autres femmes. Donc, on a un vrai problème d'efficacité de ces outils. Ça, c'est la première grande bataille, c'est de dire c'est insupportable parce que ces outils sont extrêmement mal conçus et pourtant ils sont utilisés pour incriminer des gens dans des crimes, pour empêcher des gens d'entrer à un endroit, pour ne pas permettre, pour entraver les droits et les libertés d'un certain nombre de personnes sur des bases totalement fausses et discriminatoires. Mais au-delà de la question de ça, on pourrait dire, est-ce que si c'était super bien fait et qu'on avait enlevé tous les biais en amont et que la machine, elle sait très, très bien reconnaître les gens, est-ce que ça reste une bonne chose? Après, il y a là un débat idéologique de droit et de liberté qui est la question de est-ce que c'est normal d'être surveillé? Est-ce que nous, les êtres humains, on a vocation à être quasiment surveillés tout le temps? À cette question-là, les écolos répondent non, comme un certain nombre d'associations, en disant que même au-delà de ça, aujourd'hui, l'idée que tout notre territoire et la plupart de nos espaces de vie doivent être surveillés, c'est en fait un droit fondamental, le droit à la non-surveillance, qui n'existe pas encore dans les textes, mais il va peut-être falloir y penser, et qu'on ne veut pas d'une société où on est surveillé continuellement. Et donc, on a besoin, effectivement, d'avoir un état des lieux, un audit des lieux, et de savoir ce qui est utilisé réellement ou pas.
Et si, quand c'est utilisé, qui regarde tout ça, comment c'est utilisé, et de savoir à quel point le monde privé a aussi accès à ces outils. On a deux exemples terribles. On a Belgrade, qui n'est pas encore un pays de l'Union européenne, mais la Serbie demande l'accession à l'Union européenne. Et Belgrade est aujourd'hui une ville où il y a des milliers de caméras à chaque coin de rue. Le Premier ministre s'est vanté d'être la première ville où il y aurait une caméra pour surveiller les citoyens tous les 200 mètres ou quelque chose comme ça. On sait que la plupart sont déjà actives. Elles ont été mises en place par la Chine. La maintenance est faite par la Chine, par Huawei, et on pense aussi qu'il y a des fonctionnaires chinois ou en tous les cas des salariés de Huawei qui travaillent auprès du gouvernement serbe. Donc ça, c'est un peu le pire cauchemar possible. Mais je crois que ces dernières semaines, ces derniers jours plus particulièrement, le logiciel Pegasus et comment nos téléphones sont surveillés, etc., nous amène aussi à nous rendre encore une fois une immense prise de conscience que ça devient un réflexe de plus en plus fort des États comme de boîtes privées de nous surveiller sous toutes nos formes, et comment nos sociétés veulent empêcher ça et se défendre et se protéger. C'est encore un sujet dont les sociétés ne prennent pas assez conscience, à mon sens. Et dernière question, auriez-vous un conseil de lecture pour nos auditrices et nos auditeurs ? Oui, j'en ai un, mais alors c'est pas un conseil technique ou lié à l'Union européenne, enfin, bien que c'est une autrice de l'Union européenne, c'est une autrice espagnole qui s'appelle Almudena Grandes, une autrice catalane qui est en train de d'écrire, elle doit en être au 4e sur 10, une grande fresque sur toute la période du franquisme en Espagne, et qui raconte la violence de cette période-là et les implications que ça a pour la société espagnole encore aujourd'hui. Merci encore pour votre participation et je vous souhaite un très bel été. Merci beaucoup.